Je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'un an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. Marine Le Pen. Contraire et au droit et à nos valeurs. Je tenais à remercier évidemment les autorités allemandes qui sont intervenues pour obtenir sa grâce. Remercier aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, l'ensemble des personnalités qui ont participé à son comité de soutien, les écrivains, les politiques, les journalistes. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Et ils ont été un support, je crois, moral pour lui et pour sa famille, très important durant cette très longue incarcération. J'espère maintenant que Boualem Sansal va pouvoir rejoindre sa famille, se soigner, car nous savons qu'il est hélas malade et voilà, profiter de sa liberté. On assiste parfois à des effondrements en direct. Pas ceux des marchés financiers, non. Ceux, beaucoup plus rares, de figures politiques. L'image récente de Marine Le Pen, le visage complètement fermé, la voix qui vacille en pleine conférence de presse. C'est une image qui marque quand même. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce trouble, il ne vient pas d'un scandale parisien. Il vient d'une affaire qui s'est jouée à des milliers de kilomètres, entre Alger et Berlin. Et une affaire qui en apparence n'a rien à voir avec elle. Rien à voir. La libération d'un écrivain, Boualem Sansal, on pourrait se dire, bon, un acte humanitaire, quoi. Mais en réalité, c'est une pièce de théâtre diplomatique. Et chaque acte, chaque mot a été pensé pour humilier Paris. L'effondrement de Marine Le Pen, ce n'est pas celui d'une femme. C'est le symptôme très visible de l'effondrement d'une influence, celle de la France. C'est exactement sur ce point qu'on va se pencher. Comment la France a-t-elle pu se faire doubler aussi spectaculairement par l'Allemagne ? Surtout dans ce qu'elle a toujours considéré comme son précaré, son jardin quasi privé. Et qu'est-ce que cet épisode nous raconte, au fond, de la nouvelle Algérie, celle qui, visiblement, ne demande plus la permission? En fait, cet événement, c'est une sorte de révélateur chimique. Vous mettez les produits, et tout d'un coup, vous voyez apparaître des dynamiques profondes, des rapports de force qui ont basculé, mais qu'une partie de la classe politique française, refusait de voir. Alors commençons par ça justement, par ce chaos français. Le mot « effondrement » pour décrire la réaction de Le Pen, c'est peut-être un peu fort, non? Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas juste une défaite personnelle pour elle? Une simple erreur de communication? Ah, mais je ne crois pas. Je pense que c'est bien plus qu'une défaite personnelle. Et c'est ça qui est fascinant. Sa réaction est complètement symbolique. Cette confusion, cette voix qui tremble face aux journalistes, elle qui a bâti toute sa carrière sur la souveraineté, la fierté nationale, la France qui ne se laisse pas faire, et la voilà qui incarne malgré elle une France impuissante, mise sur la touche. Elle devient la personnification d'un discours nationaliste qui sonne complètement creux face au jeu géopolitique actuel. D'autant plus creux quand on met en face le succès allemand, un succès d'une discrétion et d'une efficacité redoutables. On a l'impression de voir s'affronter deux époques différentes. C'est tout à fait ça. D'un côté, il y a la méthode française, telle qu'elle est perçue à Alger en tout cas. Les sources parlent d'une diplomatie jugée arrogante, presque paternaliste encore prisonnière de ce qu'un diplomate algérien nomme des réflexes d'ingérence. Paris a fait pression, a tenté de jouer de son poids historique. En vain, c'est l'échec total de la méthode forte héritée du passé. Et de l'autre côté, l'Allemagne, qui arrive sur la pointe des pieds. Exactement. L'approche allemande est décrite comme tout l'inverse. Calme, pragmatique et, surtout, respectueuse. Berlin n'a pas fait de bruit.
Ils ont activé des canaux discrets, ils ont patiemment tissé une relation de confiance. Il faut bien comprendre que le président algérien Tebboune s'est rendu plusieurs fois en Allemagne pour des raisons médicales, et son homologue, le président Steinmeier, a su créer un lien personnel, une confiance qui dépasse le cadre formel. Berlin a utilisé un langage prudent, là où Paris donne parfois l'impression de vouloir encore donner des leçons. Mais cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Il a bien fallu une occasion, une porte ouverte pour que les Allemands puissent s'engouffrer. Paris a dû commettre une erreur quelque part, non? Une erreur monumentale. Ah oui. La brèche, elle a été ouverte par Emmanuel Macron lui-même. En reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il a fait un choix stratégique qui a été vécu à Alger comme une trahison, une rupture. Paris a choisi son camp dans le dossier le plus sensible du Maghreb. Et en faisant ça, la France s'est disqualifiée comme médiateur et a laissé un boulevard à l'Allemagne. L'Allemagne, elle, a maintenu une position de neutralité et du coup, elle est devenue l'interlocuteur crédible, l'interlocuteur fiable pour Alger. D'accord, mais ça nous amène au cœur du réacteur, l'Algérie. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une utilisation très habile de la rivalité franco-allemande? C'est un grand classique de la diplomatie, après tout. Jouer une puissance européenne contre une autre. Est-ce qu'Alger a vraiment démontré sa force, ou est-ce qu'elle a juste été maligne en profitant des erreurs françaises? C'est une lecture, oui, elle est tentante. Mais je crois qu'elle est vraiment incomplète. Réduire ça à une simple manipulation tactique, ce serait passer à côté du message principal. Le message politique? Exactement. La décision de privilégier Berlin, c'est avant tout un acte de souveraineté. C'est un message extrêmement puissant envoyé à Paris. En substance, ce message dit durable. Le temps de la soumission, des relations asymétriques est terminé. Nous ne sommes plus dans votre sphère d'influence. Alger n'a pas juste libéré un homme. Alger a tourné une page. D'accord. Mais pour tourner une page avec autant d'assurance, il faut en avoir les moyens. On parle beaucoup de cette nouvelle puissance algérienne. Est-ce qu'elle a vraiment les cartes en main sur le long terme? Ou est-ce que c'est un coup d'éclat qui pourrait cacher des fragilités? La question est pertinente, mais les faits sont là. L'Algérie a méthodiquement construit les bases de cette assurance. D'abord, sur le plan diplomatique. Elle a diversifié ses alliances de façon spectaculaire. Pour ne plus dépendre de Paris. Justement. Elle a des liens stratégiques solides avec la Chine, la Russie, mais aussi avec les États-Unis sur la sécurité au Sahel. Et en Europe, et c'est là que le coup est le plus dur pour la France, elle a tissé des partenariats avec l'Italie et l'Espagne. Sur l'énergie, j'imagine. Principalement. Ces deux pays voient désormais Alger comme un partenaire majeur, ce qui, de fait, marginalise la position française. Attendez, l'Italie et l'Espagne, ce sont des concurrents de la France en Méditerranée. Si Alger a réussi à les attirer, c'est un vrai revers pour Paris. C'est un coup de maître. Ensuite, il y a la puissance militaire, qui n'est pas négligeable. Et enfin, le levier économique. Qui est crucial. Les hydrocarbures. Évidemment. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Allemagne cherche désespérément à réduire sa dépendance au gaz russe. L'Algérie, avec ses réserves, est devenue un partenaire stratégique incontournable. Elle n'est plus un simple fournisseur, elle est une solution à un problème existentiel pour la première économie d'Europe. Cette interdépendance change tout. On dirait qu'Alger joue sur plusieurs tableaux à la fois. Ce n'est plus seulement cette relation exclusive, presque, obsessionnelle, avec la France. Exactement. Et le mot qu'utilisent les analystes, c'est multipolarité. L'idée est simple, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout pas celui de l'ancienne puissance coloniale. C'est l'aboutissement d'une stratégie de long terme, et la France, peut-être aveuglée par, la nostalgie ou un sentiment de supériorité, elle ne l'a pas vu venir. Alors, si on se projette un peu, est-ce que cet épisode signe la fin de ce qu'on a longtemps appelé l'hégémonie française sur l'Algérie? Et la France, est-ce qu'elle est seulement capable de faire cette introspection, de repenser cette relation? Ou est-ce qu'elle est condamnée à cette posture un peu nostalgique, qui au fond n'est incarnée aussi bien par Macron que par Le Pen? En fait, ce qui est fascinant, c'est que l'affaire Sansal agit comme un miroir grossissant. Elle révèle des faiblesses structurelles bien plus larges de la diplomatie française. Ce n'est pas un cas isolé. Non, regardez le recul de l'influence française au Sahel, la perte de vitesse au Moyen-Orient. L'épisode algérien est juste le symptôme le plus spectaculaire d'un déclin plus global.
Et pour revenir à Marine Le Pen, son effondrement, c'est celui d'une vision du monde dépassée. Son discours sur les frontières, la nation toute puissante, tout ça ne pèse pas lourd face à une réalité où ce sont les réseaux, les interdépendances et, oui, le respect mutuel qui font la différence. Et pendant que la France est en pleine crise existentielle, l'Allemagne, elle gagne. En silence, méthodiquement. C'est presque insolent de pragmatisme. Leur pari est totalement gagnant. Berlin n'a pas seulement obtenu la libération d'un homme, l'Allemagne a gagné un partenaire stratégique fiable pour son énergie. Elle a renforcé son image de puissance diplomatique sérieuse et respectueuse, et elle a marqué un point considérable face à sa principale rivale en Europe, la France. C'est une victoire morale, économique et stratégique. L'Allemagne a compris avant Paris une chose fondamentale, des nations fières comme l'Algérie ne se laissent ni acheter ni soumettre. Elles cherchent des partenaires qui reconnaissent leur poids et leur souveraineté. C'est une phrase très forte qui résume tout ça d'ailleurs. L'Algérie dicte les termes du dialogue. Passer du statut de partenaire junior, disons, à celui qui fixe les règles du jeu, c'est ça le véritable basculement. C'est le cœur du changement. Le monde a changé. L'époque où Paris pouvait espérer imposer sa volonté aux capitales du Sud est révolue. Alger aujourd'hui se sent maîtresse de ses choix. Et elle en a les moyens. Elle se sent suffisamment forte, suffisamment confiante pour exiger le respect. C'est une nouvelle réalité que beaucoup en France, et pas seulement à l'extrême droite, ont encore du mal à accepter. En somme, cette affaire Boualem-Sansal, c'est beaucoup plus qu'une anecdote diplomatique. C'est un marqueur. Le marqueur d'un basculement historique, un de ces moments où l'on sent que les plaques tectoniques de la géopolitique bougent vraiment. Et la France découvre, avec une certaine amertume, j'imagine, qu'elle n'est plus nécessairement au centre du jeu, même dans son voisinage le plus proche. La libération d'un seul homme a agi comme le flash d'un appareil photo. Et elle a illuminé pendant une seconde une nouvelle scène mondiale. Et sur cette photo, on voit une France qui recule, une Algérie qui avance et une Allemagne qui s'affirme. Et dans le silence de Marine Le Pen, on lit la sidération de toute une classe politique qui peine à s'adapter. Ce qui laisse une question en suspens, bien au-delà de ce cas précis. L'histoire retiendra peut-être que la libération d'un écrivain a symbolisé la fin d'une ère. La question qui se pose maintenant, c'est à quel point cette posture allemande, faite de pragmatisme, de discrétion et de respect, est-elle en train de devenir le nouveau modèle de diplomatie efficace? Le seul modèle possible, en fait, face à ces puissances émergentes qui ne tolèrent tout simplement plus les réflexes paternalistes du passé. Parfois, il suffit d'un seul incident diplomatique pour que des décennies de changements profonds éclatent au grand jour. Eh bien, c'est précisément ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France. Un événement qui a marqué une redéfinition assez spectaculaire des rapports de force en Méditerranée. On va voir ensemble comment une simple affaire a pu, en fait, tout changer. L'Algérie agit, la France réagit. Retenez bien cette phrase, on l'a entendue partout, reprise par de nombreux analystes, et pour une bonne raison, elle capture l'essence même de ce basculement. Elle signale une inversion totale des rôles. L'initiative a clairement changé de camp, et c'est le cœur de toute cette histoire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Boualem-Sansal. C'est l'histoire d'un écrivain algérien qui s'est retrouvé dans une situation délicate. Mais ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas vraiment la résolution de l'affaire en elle-même. Non, c'est comment elle a été résolue. Pas par la pression française, comme on aurait pu s'y attendre, mais par une médiation très discrète et surtout très efficace de l'Allemagne. À Paris, l'annonce a eu l'effet d'une bombe. Pour l'établissement politique français, le choc a été brutal. Ce n'était pas juste une surprise, c'était un véritable séisme. D'un coup, une réalité que beaucoup refusaient de voir était là, exposée au grand jour. En France, les retombées politiques ont été immédiates. Et c'est assez fascinant de voir comment la réaction d'une seule personnalité politique a semblé incarner, à elle seule, tout ce sentiment d'échec national. Lors d'une conférence de presse, les observateurs ont décrit une Marine Le Pen méconnaissable. Agitée, la voix qui tremble, visiblement confuse, incapable de cacher son embarras. C'était l'antithèse totale de la posture de fermeté qu'elle essaie de projeter d'habitude. On avait vraiment l'impression que quelque chose de profond venait de se briser. Et puis, il y a eu cette phrase, qui a tout résumé. Elle a admis elle-même qu'elle ne savait pas encore comment réagir. C'était un aveu involontaire sans doute, mais qui reconnaissait ce que tous les analystes pensaient tout bas. La France venait de perdre la main. Elle ne dictait plus les règles du jeu avec Alger.
On assiste ici à une collision frontale. D'un côté, il y a le slogan, le mythe d'une France forte, souveraine et influente. Et de l'autre, il y a la réalité des faits. Et les faits sont têtus. L'Allemagne réussit par le dialogue, là où la France échoue par la pression. Et surtout, l'Algérie affirme son autonomie de décision. Alors la question, c'est comment l'Algérie et l'Allemagne ont-elles réussi ce coup? Qu'est-ce qu'elles ont fait de si différent? Eh bien, leur méthode offre un contraste vraiment saisissant avec l'approche française. Et on va voir que ce n'était pas du tout de l'improvisation. En fait, tout se résume à deux philosophies diplomatiques radicalement opposées. D'un côté, on a l'approche française, perçue comme un mélange d'arrogance, de pression, de réflexes un peu coloniaux. Et de l'autre, la méthode allemande, calme, pragmatisme, respect, discrétion et délicatesse. Ce contraste a été absolument déterminant dans le résultat final. La réponse algérienne n'était pas du tout un coup de tête. C'était une stratégie parfaitement calculée en 4 tons. D'abord, résister à la pression française, ne pas céder. Ensuite, choisir un autre médiateur, l'Allemagne, ce qui était une manière très habile de prendre la main. Troisièmement, envoyer un message très clair. Les décisions se prennent à Alger. Point. Et enfin, tout mener sans émotion, avec une finesse stratégique et institutionnelle. Et cette réussite allemande, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite sur une relation de confiance déjà bien établie entre les deux dirigeants. Une confiance qui, selon les sources, a été renforcée par les visites médicales personnelles du président algérien en Allemagne. C'est ce lien, ce respect mutuel qui a tout rendu possible. Bon, maintenant qu'on a vu l'incident, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette affaire, c'est en fait le symptôme d'un changement géopolitique beaucoup plus vaste. Un changement qui est en train de redessiner complètement la carte du pouvoir en Méditerranée. La clé de la nouvelle stratégie algérienne, c'est la diversification. Fini le tête-à-tête historique et parfois exclusif avec la France. Aujourd'hui, Alger tisse des liens très forts avec la Chine, la Russie, des partenaires européens comme l'Italie et l'Espagne, la Turquie et même les États-Unis. En multipliant les partenaires, le pays réduit sa dépendance et s'affirme comme un acteur incontournable. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'analyse. Cet épisode n'est pas une simple anecdote. Il est devenu le symbole de la fin d'une ère, celle de l'hégémonie, ou du moins de la perception d'hégémonie, de la France sur son ancienne colonie. Et en parallèle, c'est l'avènement d'une Algérie plus souveraine, plus confiante, plus décomplexée. Une phrase tirée des analyses résume tout ça de manière assez brutale. Le temps de la soumission est révolu. On ne parle plus d'un simple ajustement, mais bien d'une rupture. C'est la preuve que l'ancien rapport de force, eh bien, il n'existe tout simplement plus. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Est-ce qu'on vient d'assister à un simple incident dans une relation historiquement complexe, ou est-ce qu'on est au contraire face au marqueur définitif d'un basculement historique de la fin d'une ère pour l'influence française? La réponse à cette question définira sans doute